Bonjour, alors on va tenter de continuer sur donc la collection Alien de Hachette Collection. J'ai du mal à vous montrer ce colis, en tout cas l'ensemble donc fascicule et pièces, parce que vous voyez le carton est énorme. Il s'agit du numéro 43, donc je rappelle que cette collection Hachette vise à monter donc le xénomorphe du premier film de 1979 de Ridley Scott, Bébête qui au final fera 1,20 m et qui sera donc supposé être au 1/2e. Voilà, je rappelle aussi à toute fin utile que je ne monte pas cette bébête. J'ai pris cette collection pour un ami qui m'a demandé de m'abonner pour lui parce qu'il ne pouvait pas le faire depuis son pays. J'en profite pour vous présenter donc les pièces et le fascicule, mais pour le montage de la bestiole, eh bien, il faudra aller chez des amis de YouTube, à savoir donc Chris Collection, qui monte régulièrement donc les pièces de cette collection, ainsi que le Monde d'Ilmic, voilà, qui fait tout pareil. Voilà, et tous les deux partagent donc le montage de cette collection en vidéo avec vous. On se complète parfaitement parce que moi de mon côté, je vais surtout commenter le fascicule et les informations, les articles qu'il y a dedans. Sans plus tarder, voyons un petit peu ce que donne donc cette grosse boîte. Alors, comme d'habitude, on va faire attention parce que il y a forcément des choses d'un côté et de l'autre. Donc qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Entre guillemets de petites pièces. Donc voilà, c'est tenu avec tout ça. Le reste, c'est la grosse pièce qu'il y a de l'autre côté. Je devine que c'est une partie de la jambe. Mais donc là, on a essentiellement des toyos qui sont certainement donc les veines à placer sur donc la jambe, voire le bras. Donc ça c'est d'un côté, de l'autre côté, donc du coup on a, ok, donc ça me rassure, la peau à mettre donc sur le pied qu'on a eu donc dans un précédent numéro. Par contre, effectivement, comme le dit Ilmic, les c'est même pas des griffes, du coup les ongles, c'est pas ça. Alors je ne doute pas que ce soit la couleur qui était utilisée sur le costume original, c'est même fort possible, mais là déjà vous voyez que autant la texture qui est donnée, la peinture qui est donnée ici, c'est pas mal. Là la peinture, là c'est pas génial, et là pareil, on voit là ici donc les marques de moulage, mais là voilà, bof. Donc moi c'est quelque chose qui me gênerait pas le moins du monde, surtout à reprendre, mais rares sont les personnes qui font ces collections, qui est le matériel nécessaire pour peindre, pour monter correctement, j'allais dire une maquette, mais bon, qu'importe. Et donc les toyos que je vous ai montré tout à l'heure, si ça se trouve en fait c'est fait pour la papate ici, c'est fort probable en fait, mais voilà, sinon je dirais quand même entre guillemets belle pièce, hein, si ce n'est que la finition là pour les griffes c'est pas la joie. Je regarde, non, il n'y a rien d'autre, mais de belles pièces quand même, hein. De belles pièces. Voilà, donc on a vu ce qu'il y avait dans le carton. On va voir maintenant ce qu'il y a dans le fascicule. Alors avec la grosse boîte, ça a quand même franchement abîmé le fascicule. Si j'étais regardant, voilà, je serais pas super content. Mais bon, on va voir ce que donne ce numéro 43 avec donc effectivement, ils le mettent des éléments, alors ils mettent jambe droite, mais il s'agit du pied quoi, qui précise. Le montage d'Alien le retour et la couverture du livre audio, super. Ils savent vraiment plus quoi raconter. Donc voilà, peau du pied droit, tuyau du pied, donc c'était bel et bien des tuyaux du pied. Comme vous voyez, ravi. Donc là, ils en profitent quand même pour montrer où ils en sont. Ça a l'air sympathique, mais bon. Voilà, donc James Cameron en montage avec Ray Lovejoy
Le monteur attitré de Stanley Kubrick, le cinéaste canadien entreprend une véritable course contre la montre en salle de montage, d'autant que le découpage d'Alien le Retour est particulièrement exigeant. Oui, on l'a vu dans les précédents fascicules que, bon, déjà le tournage n'a pas été de tout repos, mais finalement il a eu quand même des délais assez courts hein, pour faire ce film, et heureusement qu'il sait ce qu'il fait, parce que je pense que n'importe quel autre réalisateur se serait un peu cassé le nez. Sitôt le tournage principal d'Alien le Retour terminé, le réalisateur James Cameron doit s'attaquer sans attendre au montage du film, d'autant qu'il est en retard sur le planning et que la date de sortie arrive à grands pas. Voilà. Il se met alors au travail avec le monteur Ray Lovejoy, un immense professionnel qui a déjà à son actif 2001. Shining de Stanley Kubrick sur le rough cut, le bout à bout de toutes les scènes tournées. Image subliminale. Le cinéaste impose à tout le département montage un rythme soutenu, entre 14 et 16 heures par jour, week-end compris. Il exige notamment qu'à chaque coup de feu tiré à l'écran, une image subliminale entièrement blanche de 1/24e seconde. Alien a été tourné comme la plupart des longs métrages en 24 images secondes, oui, soit inséré dans le film. En 86, le montage est encore en processus analogique, les images sont capturées sur pellicule, il faut couper manuellement les bobines pour en extraire là où les images nécessaires, avant de les recoller au reste du long métrage afin d'obtenir une continuité. C'est vrai qu'il est bon de le préciser aux personnes qui ne le savent pas, comment ça se passait avant. Voilà, donc tout cela exige d'innombrables coupes lors des scènes d'action, au point que la bobine d'Alien, le Retour figurant, la fusillade principale contient, en raison de tous ces inserts subliminaux, plus de coupes de montage que tout le reste du film réuni. Et ben, bon, là il y a des petits problèmes. Et donc trop long, James Cameron et Ray Lovejoy connaissent un certain temps d'acclimatation. Le premier sans que le second n'a pas encore vraiment compris le style de son film, d'autant que tout le matériel requis n'est pas encore tourné. Les équipes s'occupent de filmer des plans d'insert des effets spéciaux. Oui, souvent quand, à l'époque effectivement les effets spéciaux étaient faits à la dernière minute hein, et au bout de tout ça, parce que s'ils faisaient faire des effets spéciaux qui n'étaient pas utilisés dans le film, c'était quand même beaucoup d'argent perdu. Voilà, donc une fois le rough cut assemblé, Cameron continue inlassablement 3 semaines durant pour finir le montage avec Lovejoy. Lorsque vient le moment de montrer les premières versions du film aux exécutifs de 20th Century Fox, Cameron et Lovejoy ont enfin avancé. Le cinéaste a 2 montages à sa disposition, le bout à bout et une version assemblée par le monteur. Après visionnage, les cadres du studio estiment le film bien trop long. Selon eux, l'action met trop de temps à démarrer. La productrice Gail Ann Hurd convainc Cameron de couper tout ce qui a trait à la colonie. Donc effectivement, ça fait partie des choses qui ont été coupées dans la version longue qu'on a maintenant. Encore une fois, je le répète toujours grâce à cette édition DVD que j'adore et que je vous recommande. On a le Director's Cut de Cameron et on voit toutes les scènes qui concernaient la colonie, donc les gens qui travaillent dans la colonie, la famille de Newt, etc. Tout ça, ça a été enlevé, donc du coup, effectivement, ça fait un film plus court. Donc, voilà, le passage sur la station spatiale Gateway, en omettant l'histoire de la fille de Ripley, ça aussi ils ont coupé, ça on en avait déjà parlé. La bataille du montage, toutefois la réduction de la durée de 2h17 ne suffit plus. Le studio exige une durée inférieure à 2h05 pour pouvoir caler 5 séances par jour dans les salles. Parce que oui, ça c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Certains disent oui, c'est bien d'avoir des films longs, d'autres préfèrent avoir des films courts. Qu'importe, ce qui importe par contre pour eux, c'est l'argent récolté lors des séances de cinéma dans les cinémas. Si vous faites un film qui dure 3 heures, il y a de fortes chances que vous ne puissiez mettre que 3 séances par jour. Si vous me faites des films d'1 heure et demie, vous mettez quand même facilement 5 à 6 séances par jour, selon les cinémas. Donc c'est plus d'argent récolté. Donc il faut faire des films plus courts pour pouvoir mettre effectivement plus des séances. Et visiblement aux États-Unis, ils partent du principe que si c'est un film en dessous de 2 heures, c'est 5 séances par jour. En avril 86, soit 3 mois environ avant la sortie, le tout nouveau président de la production de la Fox, Scott Rudin, vient en Angleterre pour obtenir cette réduction de 12 minutes. Après avoir vu le film, il a une longue discussion avec James Cameron et Gail Ann Hurd, qui déclare ne plus savoir où couper sans diminuer la qualité globale de l'histoire.
Rodin les autorise à conserver la durée de 2h17. Cameron n'est pourtant pas encore au bout de ses peines. Tous les plans définitifs d'effets spéciaux ne sont pas en boîte. Le mixage son est en cours et le compositeur James Horner attend toujours un montage définitif pour se mettre au travail, mais il a déjà remporté la bataille du montage. Alors il y avait d'autres histoires apparemment aussi autour de James Horner, hein. Ça s'est quand même relativement mal passé d'après ce que j'ai compris. Mais effectivement, donc déjà, remporter cette bataille du montage, c'était déjà pas mal. Ne jamais abandonner, zoom. Le processus du montage d'Alien, le retour en compagnie de James Cameron, est une véritable épreuve pour Ray Lovejoy. Le monteur est très affecté à l'idée de ne pas réussir à obtenir un rythme et un style qui conviennent au réalisateur. Lorsque vient le moment d'assembler les images de bataille finale entre la reine Alien et Ellen Ripley, engoncé dans son power loader, Cameron n'est pas satisfait du résultat et s'attaque à son tour à la séquence avec un autre monteur dont le travail le satisfait plus que celui de Lovejoy. Oui, je comprends qu'il ne soit pas forcément très content. Piqué au vif, ce dernier arrive un jour au studio, s'empare de tout le matériel nécessaire à la scène, s'enferme dans une pièce disposant d'un banc de montage et demande à n'être dérangé sous aucun prétexte. 1 ou 2 jours plus tard, il présente très nerveusement à James Cameron sa version des 8 dernières minutes du film. Après visionnage, le réalisateur estime que le résultat est tout simplement parfait. Il n'y a rien à changer, Lovejoy avait enfin compris le style du film. Surtout que, vraiment, j'allais dire faire plaisir, correspondre aux attentes de James Cameron, c'est dit depuis le début de sa carrière, et même encore maintenant, c'est très compliqué. Et en plus, visiblement, c'est quelqu'un d'assez colérique. C'est un des rares gars au monde à pouvoir faire peur à Arnold Schwarzenegger, c'est vous dire. Donc voilà. This Time It's War, le crâne rugissant d'un xénomorphe en gros plan dans une esthétique précieuse incite à penser qu'Alien le Retour est un film au style visuel très recherché, très contemporain. En même temps, ce visuel utilisé pour la couverture du livre audio, tiré de la novélisation du film, le dit sans détour. Cette fois, c'est la guerre. Oui, parce qu'en fait, aux États-Unis, ils faisaient souvent des versions audio de livres. Ça se fait depuis des années. On ne connaît pas trop ça en France. Mais voilà. Et hop, voilà, c'est fini. Voilà, c'était le numéro 43, avec le peloton de la jambe droite qui, visiblement, est enfin terminé. Donc, écoutez, j'espère quand même que la présentation de ce numéro 43 d'Alien vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 44.